Bonjour et bienvenue dans l'interview à la une émission du groupe Nice Matin. Notre invité aujourd'hui est Mylène Agnelli, maire d'Isola, élue à la métropole de Nice et vice-présidente de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Bienvenue. Bonjour, merci. Pour vous interroger, je suis avec Frédéric Maurice, un habitué de l'émission. Pour moi, c'est une première, le chef de notre édition de Nice. Bonne première, Baptiste. Bonjour, Madame Agnelli. Bonjour. Alors ce samedi aura lieu la préouverture du domaine skiable d'Isola 2000. Ça veut dire quoi, préouverture ? Ça veut dire que nous avions programmé l'ouverture pour le 6 décembre et que comme nous avons eu de belles chutes de neige, nous sommes en mesure de faire une préouverture uniquement pour le week-end, donc samedi et dimanche, avec une quinzaine de pistes qui seront ouvertes, un tarif unique à 20 €. Et puis ensuite, on refermera dimanche soir pour continuer de préparer le domaine skiable et puis pour pouvoir ouvrir plus largement et de manière définitive tous les jours de la semaine à partir du 6 décembre. D'accord, donc le 6, ça sera tous les jours là. Absolument, D'accord. tous les jours. Jusqu'en avril. C'est ça. D'accord, très bien. 19 avril. On reste d'ailleurs sur le même créneau que les autres années, parce qu'on voit que parfois on a de plus en plus d'enneigement tardif. Oui. Ça n'empêche que vous prévoyez d'arrêter en avril. On sait qu'il y a des contraintes de personnel notamment. Oui, nous à Isola, on est habitué à faire des saisons assez larges et en général, on ouvre le premier week-end de décembre, sauf quand on est en manque de neige. L'année dernière, on a ouvert un tout petit peu plus tard. Cette année, on est en capacité de préouvrir le dernier week-end de novembre, mais ça s'est déjà fait de très nombreuses fois à Isola 2000. Et c'est vrai qu'on fait des saisons qui sont assez larges. Il y a des stations qui s'arrêtent au 31 mars, souvent des stations de plus basse altitude. Ouais. Nous, en général, on va jusqu'aux vacances de Pâques. Et c'est vrai que les clients de la Côte d'Azur sont contents de pouvoir venir skier le matin et parfois d'aller à la plage l'après-midi. Absolument, le spot absolu de la Côte d'Azur. On annonce d'importantes chutes de neige dimanche. Ça risque pas de dissuader les gens de monter ? Alors ceux qui sont copropriétaires et qui ont des appartements, déjà eux ils sont tranquilles, ils montent samedi matin, ils sont chanceux absolument, ils sont chanceux, ils se sont offerts ce privilège. Ils montent samedi matin, ils redescendront dimanche, donc ça c'est pas trop un problème. Pour les gens à la journée, il faut prévoir de monter tôt le matin. Effectivement, on a ces créneaux d'ouverture à la Courbesse, donc quoi qu'il en soit, il faut passer avant 17h. On va y revenir, dans le détail pour être bien clair. Mais la neige, ils nous annoncent une vingtaine de centimètres pour dimanche, donc à partir de 1800 mètres, donc pour nous dès le bas de la station, donc c'est une très bonne nouvelle quoi qu'il en soit pour la suite, mais ceux qui veulent du soleil, c'est plutôt samedi. Quelle est la proportion d'ouverture des remontées là, sur ce premier week-end de pré-ouverture ? Il n'y aura pas beaucoup de remontées ouvertes ? Non, on a une quinzaine de pistes qui seront ouvertes, les secteurs de Combe-Grosse, le secteur de Pelvoz et le secteur de Mercantour, donc avec les principaux porteurs qui seront ouvertes, et pas encore le secteur de Saint-Sauveur qui lui ouvrira samedi prochain. Et pas la Lombarde non plus alors. Et pas la Lombarde non plus encore. Ah là là là, pas encore. Cette belle Quel pourcentage du domaine ? On est à peu près sur 40% du domaine. Quand je rentrais d'Antibes hier, et moi qui suis encore nouveau, je découvrais ces magnifiques montagnes enneigées. Au bas des pistes, il y a combien de centimètres ? Au bas des pistes, on est à peu près à 35 cm de neige. Et entre 60 et 70 en haut, il y a eu un peu de vent, alors c'est pas tout à fait la même hauteur partout. Pour les gens qui voulaient aller skier avec Fred, on voulait aussi vous interroger sur le coût des forfaits. Pour ce week-end, vous avez proposé un forfait exceptionnel à 20 €. Il sera donc valable que ces 2 jours. Oui, tarif unique pour la journée à 20 € pour samedi et pour dimanche. Et puis samedi, en fonction des pistes supplémentaires qui seront ouvertes, il y aura un autre tarif qui sera appliqué. Sinon, le tarif normal lambda, quand tout est ouvert, c'est 44 € à la journée. Attendez, j'ai pas compris. Le tarif pourrait évoluer dans la journée, samedi ? Non. Samedi et dimanche, 20 € par jour. Et pour samedi prochain, le 6 décembre. Le 6 décembre, d'accord. Il y aura un autre tarif qui sera mis en... un tarif spécial parce qu'on ne sera pas encore en pleine ouverture. Ça dépendra de ce qu'on est en capacité d'ouvrir ou pas, des chutes de neige qu'il y aura eu, etc. D'accord, ok. C'est un peu votre Black Friday en ce moment. Absolument, c'est le Black Friday. Et justement, sur le tarif à 44 €, on rappelle qu'il était à 42 € l'an dernier, ça commence à être des sommes quand même importantes, je pense que vous en convenez. Est-ce que vous ne craignez pas que ça atteigne des montants prohibitifs ? Alors c'est des sommes qui sont importantes, pour autant quand on se compare avec d'autres stations qui sont équivalentes à Isola en termes de kilomètres de piste, on fait partie des stations qui ont un forfait le moins cher. D'ailleurs ça a été relevé, ça nous a presque été reproché par la Cour des comptes qui trouve qu'on ne facture pas le forfait assez cher, c'est un choix, on est très bien accompagné par les collectivités, par le département et par la métropole, ce qui nous permet d'afficher ces tarifs. Voilà, 44 €, on ne pourrait pas faire moins cher sur un forfait journée. Par contre, on a mis en place une tarification dynamique, ce qui fait que les gens qui réservent à l'avance leur journée de ski, plus ils réservent tôt, moins ils vont payer cher cette année sur Isola 2000. Donc ça permet à ceux qui savent que par exemple ils ont un jour de congé en semaine de pouvoir réserver là. C'est nouveau depuis cette année. Et ça veut dire qu'on pourrait payer potentiellement combien au moins cher ? Ça peut être jusqu'à 50% de réduction. Ah ok. En réservant plusieurs jours à l'avance sur le site. Plus on réserve tôt,
plus on a des réductions qui sont intéressantes. Ah, mais c'est très important de le dire, ça. C'est très important valable de le que pour le jour de semaine ou le week-end aussi? C'est valable aussi le week-end. Ok. Voilà, c'est valable aussi le week-end. Alors après, ça ne pourra pas monter plus haut que 44 euros. On n'est pas comme dans les plateformes d'avion où on peut d'un coup payer un billet d'avion qui devient très très 44 cher. euros, c'est au dernier moment. 44 euros, c'est au dernier moment, et ça ne sera pas plus cher. D'accord. Donc du coup, vous risquez de vous mettre à dos davantage encore la Cour des comptes qui vous reprochait qu'à moins de 60 euros, on subventionnait de façon injuste une activité, en gros, ce que disait la Cour des comptes, une activité de riche, quoi. Oui, c'est ce qu'il disait, une activité dite de riche. C'est surtout que les stations font surtout vivre toute la vallée, en fait. Et quand les stations ont du monde, ça permet derrière d'avoir des travaux qui se font, des entreprises qui viennent travailler, des saisonniers qui viennent gagner de l'argent aussi. C'est toute une économie, les stations de ski, c'est toute une économie de montagne. Donc on n'a pas de problème avec ça. Et à côté de ça, la Cour des comptes a au contraire loué la gestion de la scène des cimes du Mercantour. D'ailleurs, ils n'ont eu aucun reproche à nous faire, si ce n'est ce tarif qu'ils jugent trop bas. Alors, en termes de nouveautés? Oui, c'est ça. Vous nous parliez des nouveautés en termes de tarification. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés que les skieurs vont découvrir ce week-end à Isola? Alors, ce week-end, il n'y a pas de grandes nouveautés. Nous, on fait vraiment la préouverture avec un DJ qui sera là sur les pistes. Ensuite, on a une très belle programmation en termes d'événements tout au long de la saison d'hiver. On n'a pas eu de nouvelles remontées mécaniques cette année, mais on a avancé sur les démarches administratives et notamment sur l'implantation à venir pour l'année 2026 de la luge 4 saisons. Qui est, donc, voilà, là, il y a le permis de construire qui est en cours, il y a l'enquête publique qui est en cours pour le permis de construire de la luge 4 saisons et du remplacement de la télécabine du Mercantour. Donc ce sont des étapes administratives qui se voient peu, mais qui sont importantes, on est obligé de les franchir pour pouvoir avancer derrière. Et en termes de pratique, il y a eu les années surf, les années snowboard, les années patinette, ou je ne sais quoi. Quelle est la tendance de cette saison 25-26 ? À Isola, on a un peu toutes les glisses qui sont représentées. On a vraiment une image d'une station festive, sportive et assez jeune et assez dynamique. Donc on a une grosse clientèle snowboard parce qu'on a une forte identité snowboard avec nos médaillés olympiques, avec le border cross notamment. Donc on a toujours beaucoup de clientèle snowboard. On a aussi des skieurs qui viennent, qui sont évidemment très contents de venir et de plus en plus une clientèle famille qui vient et qui profite aussi d'autres activités comme les chiens de traîneau, comme des activités bien-être autour de la station. Donc c'est vraiment très familial et sportif. Et vous-même, vous avez une préférence pour l'une de ces pratiques ? Pour le ski, depuis toujours. Depuis toute petite ? Depuis toute petite, je presque pas eu le choix. Mon papa était moniteur de ski et à Isola, quand on habite à Isola depuis toujours, quand on apprend à marcher, dès qu'on a suffisamment d'équilibre, on est sur les skis et je peux vous dire qu'on est très impatient de rechausser les skis demain. Et donc ce week-end, on va pouvoir éventuellement vous croiser sur les pistes ? Bien sûr, avec plaisir. Ah, il y a des chances, on vous croise assez facilement, effectivement, au moins sur le front de neige en général. Un mot sur les conditions d'accès, on les a évoquées tout à l'heure, la route de la Tinée, donc la RM 2205 est entravée depuis le 16 novembre par un éboulement qui est survenu à la Courbesse à Tournefort. Pour éviter un grand détour par Villars-sur-Var ou par la Vésubie, elle n'ouvre qu'à certains créneaux horaires. Or ce week-end, donc ce samedi, ce dimanche, elle sera ouverte de 7 à 17h. C'est un soulagement pour vous ? Oui, et c'est une fierté, et vraiment je tiens à souligner le travail des équipes de la métropole et des entreprises qui sont intervenues, Valtiné, Garelli, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Voilà, vraiment ils ont travaillé pour essayer d'abord de maintenir ces 3 créneaux dans la semaine pour les gens qui vivent, qui vivent dans nos vallées et qui travaillent et qui ont besoin de ces 3 créneaux le matin, le midi et le soir. Et là pour ouvrir largement sur les journées de samedi et dimanche, donc de 7h à 17h. Ouais. Mais il est conseillé donc de quitter la station à 15h à peu près en voiture pour ne pas tomber sur la barrière trop tard. Hein. Oui, entre 15h et 15h30, c'est mieux de partir d'Isola 2000 si on veut passer par la Courbesse. Donc il vaut mieux venir plus tôt, du coup. Il vaut mieux venir plus tôt et on va essayer d'ouvrir les remontées mécaniques au moins un quart d'heure plus tôt, dès 9h moins le quart, pour que les gens qui soient montés assez tôt puissent tout de suite profiter du domaine skiable. Formidable. Et on rappelle que cette route rouvrira totalement le 5 décembre hein, pour l'ouverture de la station. Merci. Une dernière question avant de passer à une autre séquence de l'émission. Le changement climatique va forcément avoir un impact sur les activités hivernales de la station. Je sais que vous les avez anticipées. Jusqu'à quand pourra-t-on skier à Isola 2000 ? Et puis, quelle piste de reconversion envisagez-vous déjà pour la suite ? Oui, alors nous à Isola, on a de la chance d'être en altitude puisque le front de neige est par définition à 2000 mètres d'altitude, donc on fait partie des stations les plus hautes et donc les plus préservées dans ce changement climatique, que pour autant on constate, on serait complètement fou de le nier, il existe, avec des variations de température importantes, mais c'est vrai qu'en termes d'enneigement, on est plutôt assez préservé. On a le syndicat mixte qui a fait des investissements importants, notamment cette année, qui a changé, c'est un peu technique, mais les têtes des enneigeurs, on va dire, les têtes des canons à neige, ce qui nous a permis d'être beaucoup plus performants sur la production de neige de culture, là, en ce début de saison par rapport à l'année dernière. Et puis, sur les activités
activités à venir et sur les futures remontées mécaniques. Évidemment, on prend en compte tout ça, on prend en compte l'altitude, on prend en compte les études climatiques. La luge 4 saisons, c'est justement une reconversion aussi, puisque ça permet, neige ou pas neige, d'avoir une vraie activité de montagne qui plaît à tout le monde et qui est très peu polluante, pour quasiment dire pas du tout polluante. Et les futures remontées mécaniques ont pour objectif de monter les clients, évidemment, plus haut en altitude. Alors les skieurs qui vont aller à Isola 2000 ce week-end, ils risquent de retrouver la galerie commerciale close. Non, enfin, c'est surtout que... Alors Fred connaît mieux le dossier. On a eu cette histoire de fermeture de la galerie commerciale. Elle sera ouverte, mais justement, cette fois-ci, il n'y a plus de risque du tout de fermeture de la galerie commerciale, si vous avez compris. Hein. Elle sera ouverte. Alors, il y a deux aspects sur la galerie commerciale. Il y a l'aspect sécurité. Effectivement, elle avait été fermée parce que les commerces n'étaient pas raccordés au système de sécurité incendie. Ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a été fermée cet été. Donc, maintenant, ils ont fait tous les travaux. En tout cas, 80% des commerces ont fait les travaux et ont eu un avis favorable. Certains ont eu un avis défavorable parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions. Et c'est pas moi qui émets un avis défavorable. Ce sont les membres de la sous-commission départementale de sécurité. Ce sont les pompiers du SDIS et les agents de la préfecture qui viennent constater les travaux dans les commerces. Donc, à part ceux qui ont eu un avis défavorable, les autres 80% d'entre eux, je les félicite, ils se sont mis aux normes de sécurité et leurs commerces se sont raccordés. Donc, l'aspect sécurité est levé. On a l'avis favorable pour l'exploitation de la galerie. Tout à fait, donc pas de risque. Donc elle sera ouverte. On a un aspect administratif à régler puisqu'à ce jour la commune n'est toujours pas propriétaire du boyau de la galerie et que donc on n'a pas le droit, nous communes, de dépenser l'argent qu'on dépensait jusqu'à maintenant via des conventions provisoires mais qui ont duré beaucoup trop longtemps. Donc il faut attendre qu'on soit propriétaire pour pouvoir faire l'entretien, le ménage, etc. Donc dans l'attente, c'est aux syndics et aux commerçants de faire le ménage. Alors juste pour finir bien précisément, les 10 commerces dont vous parliez, 20% à peu près du nombre de commerces de la galerie, ces commerces-là clairement, est-ce qu'ils vont ouvrir ou pas puisque vous envisagez cette semaine d'utiliser votre pouvoir de police pour permettre leur ouverture? Est-ce que vous allez le faire? Alors ce sera mon pouvoir. En fait, ce week-end, on est couvert déjà par la convention provisoire qu'on avait signée cet été. D'accord. Le préfet et les services de l'État nous ont alertés en nous disant qu'il fallait vraiment arrêter toutes ces conventions provisoires. Donc mon pouvoir de police, il interviendra à partir de lundi pour les commerçants qui ont eu un avis favorable. Ceux qui ont eu un avis défavorable, je les invite à se mettre très vite en conformité, sinon il y aura des fermetures administratives au cas par cas en fonction de leur commerce. D'accord. Et à partir de lundi, puisque la convention effectivement temporaire prendra fin, qu'est-ce qui va se passer pour la galerie à partir de lundi? Eh bien, la commune, sous couvert de mon pouvoir de police du maire, va de nouveau assumer toutes les charges financières concernant la sécurité, puisqu'on avait déjà acheté le nouvel SSI, alors qu'on n'est pas propriétaire, c'est ce qui nous est reproché d'ailleurs. On avait déjà acheté le nouveau système, mais maintenant on va de nouveau payer ce qu'on appelle les agents SIAP, ce sont des agents de sécurité qui surveillent cette galerie marchande 24 heures sur 24 l'hiver. Il y a des agents qui sont là dans un poste permanent de secours et qui surveillent les installations, qui surveillent s'il y a un départ d'incendie, qui surveillent s'il y a une alarme et qui lèvent les doutes. Et ça représente une enveloppe quasiment de 250 000 €, donc que la commune va avancer sur mes pouvoirs de police du maire en attendant d'être propriétaire, je l'espère, très rapidement. À partir du 20 janvier, vous pourriez devenir propriétaire, la commune pourrait devenir propriétaire de quoi exactement? Du boyau de la galerie, en fait. Ce couloir, quand on dit boyau, c'est ce couloir qui dessert tous les commerces. Voilà. Et vous avez les moyens financièrement de vous porter acquéreur? Oui, on en a les moyens. D'abord, c'est une acquisition à l'euro symbolique puisque la commune assume depuis 20 ans les charges de cette galerie, ce qui devait être une situation provisoire et qui a duré beaucoup trop longtemps et ce qui a effectivement alerté les services de l'État puisque chaque année la commune dépense 600 000 € purement d'argent communal, sans aucune subvention, puisque de fait on ne peut pas demander de subvention sur un endroit pour lequel on n'est pas propriétaire, à la place des propriétaires privés que sont les syndics et les commerçants. Donc aujourd'hui il faut se mettre en conformité avec la loi comme dans n'importe quelle galerie marchande qui existe en France ou en Europe d'ailleurs. Mais a priori il n'y aura plus de fermeture de la galerie désormais. Il n'y aura plus de fermeture de la galerie. Dans l'ordre progressivement. Formidable. Politique? Absolument. C'est moi qui enchaîne. Donc, un commerçant d'Isola 2000, Pierre-Pascal Bastanti, ancien de vos adjoints, s'est porté candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars. Est-ce que c'est une conséquence de cette rocambolesque histoire de galerie commerciale? Eh bien écoutez, certainement. En tout cas, il s'en est offert une tribune politique cet été à l'occasion de la fermeture de la galerie marchande. Eh bien, je l'invite, alors il est candidat, c'est son droit le plus absolu, mais je l'invite à se mettre en conformité dans son propre commerce, il fait partie des commerces il a un avis défavorable sur son commerce qu'il n'a pas mis aux normes de sécurité, ce qui me semble assez contradictoire pour quelqu'un qui veut gérer les affaires de la commune. Et vous-même, est-ce que vous serez candidate à un deuxième mandat? Absolument. Ah, vous nous officiellement, ça y est. Absolument, très officiellement. C'est parti. Oui. D'accord. Donc vous avez déjà avancé sur votre projet, votre équipe est prête?
Oui, absolument, nous sommes prêts. Alors, par contre, nous sommes au travail, toujours. Voilà, et on sera au travail jusqu'au bout. Donc, on a une commune à gérer et à administrer, des projets à terminer et certains à poursuivre, à continuer d'avancer. Mais nous sommes prêts avec un beau projet. Il y a des choses qu'on n'a pas pu, pour lesquelles on n'a pas allé au bout de la réalisation parce qu'il y a eu aussi ce temps Covid, ce temps qui a été un petit peu long et qui a perturbé un peu le mandat de tous les maires qui ont été élus en 2020. Mais les projets ont bien avancé. On a vraiment hâte de retrouver tout le monde pour leur présenter notre bilan et notre projet. Et votre projet, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas grand-chose, mais je peux vous dire qu'il est très ambitieux pour la station d'Isola 2000 et pour la commune d'Isola. La commune, c'est un ensemble, c'est le village et c'est la station. Et là où certains veulent absolument diviser les uns et les autres, nous estimons qu'il y a deux entités qui sont absolument à préserver et à mettre en lumière, même si évidemment 70% de l'activité économique se passe sur la station d'Isola 2000 et 70% des investissements de la commune se portent sur la station, ce qui est complètement normal. On a à cœur de faire vivre ce village et il vit très bien avec des gens qui sont là toute l'année, avec des gens qui viennent en vacances. Et on tient à le préserver absolument. Vous avez hésité ou c'était une évidence cette candidature ? J'ai hésité à un moment quand, au temps des campagnes sur les réseaux sociaux, ce qui je pense prend de plus en plus d'ampleur, il y a, comme beaucoup d'élus, on subit des attaques de la part de faux comptes, de faux profils, de gens qui se cachent derrière un écran parce qu'ils ne sont jamais assez courageux pour venir nous dire les choses, et qui inventent, qui mentent. Alors quand ils mentent à mon égard, c'est mon propre problème, je l'assume, c'est moi qui ai décidé d'être maire. Quand ils mentent à l'égard de l'administration de la commune, c'est beaucoup plus embêtant. Et quand ils attaquent mes proches, ça devient extrêmement lourd. Donc c'est la chose qui m'a fait un petit peu hésiter. Et puis ceux qui pensaient que je n'avais pas cette force et cette énergie-là, je leur souhaite d'avoir beaucoup d'énergie parce que j'en ai énormément. Donc ils m'ont reboosté au contraire. C'est des faits graves que vous évoquez, ce sont des faits récents ? Oui, notamment pendant la fermeture de la galerie marchande cet été, voilà, des menaces, des mensonges à l'encontre de mes proches. Donc voilà, c'est inacceptable, c'est pas ma façon de faire. Et s'ils attendent de moi que je fasse la même campagne de caniveau que celle qu'ils ont commencé à faire cet été, ils pourront attendre très longtemps. Comment vous définissez votre sensibilité politique ? Vous dites plutôt de quel bord ? C'est une nouvelle énergie, voilà. Ah, une nouvelle énergie. Absolument, D'accord, très bien. en accord avec les idées de David Lisnard. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs dans ces idées, la clarté de ses idées, son envie de sortir la France du carcan des injonctions administratives toutes plus contradictoires les unes que les autres. Et l'idée de dire qu'il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance aux entrepreneurs, il faut faire confiance aux commerçants, il faut faire confiance aux élus qui savent ce qui est bon pour leur territoire, ce qui n'empêche pas le contrôle, évidemment. Mais c'est vrai que ça devient très compliqué de réussir à sortir des projets. On a un millefeuille administratif qui se superpose sans arrêt. Donc voilà, je trouve qu'il a un discours très pragmatique et très clair. Candidat à la mairie de Nice, Éric Ciotti, il est aussi à la métropole. C'est logique. Entre le président de l'Union des droites et Christian Estrosi, vous voteriez pour qui la tête de la métropole ? Alors je vote pas à Nice déjà, donc je voterai pas pour les élections municipales de Nice. Moi j'appartiens à la majorité métropolitaine de Christian Estrosi, donc je suis très claire là-dessus. Pour autant, j'ai absolument rien à reprocher en tant que conseiller départemental à Éric Ciotti ou à Christelle D'Antorny, qui sont nos conseillers départementaux et qui n'ont jamais abandonné la commune sur aucun de nos projets. Et à chaque fois qu'on les sollicite pour des subventions via le conseil départemental, ils ont toujours répondu présent. Donc j'ai pas à me positionner entre l'un et l'autre. Je ne suis pas UDR, je ne le serai jamais parce que pour moi Mylène, même si je n'étais pas élue, c'est impensable de me rapprocher du Rassemblement national parce que ça ne me correspond pas. Voilà. Pour autant, j'ai rien à reprocher aux conseillers départementaux que sont Christelle et Eric. Et comment vous expliquez qu'autant de vos collègues maires du Haut-Pays soutiennent ouvertement Éric Ciotti ? Écoutez, il faudra leur poser la question. J'imagine que vous leur poserez quand ils seront sur ce plateau. Sur des discussions que vous avez ensemble. Oui, bien sûr. C'est compliqué, je pense, aussi une métropole avec énormément de communes et il faut que chacun puisse se sentir aussi écouté, à sa place, entendu quand on a parfois des questions sur des communes dites des petites communes, mais pour autant on est quand même des élus pleinement légitimes pour agir au nom de nos communes. Est-ce qu'il y a eu cette difficulté-là ? Moi je ne l'ai pas eu, mais la question d'Isola est un peu différente avec la position de la station de ski. Voilà, donc on a une position un peu différente au sein de la métropole. Mais... C'est un échec de Christian Estrosi de ce point de vue-là quand même, ces dissensions au sein de la métropole ? Je pense que personne n'a envie d'avoir des distensions au sein de son conseil municipal ou au sein de la métropole, donc... Un échec, je sais pas, après chacun se positionne comme il a envie de se positionner. Moi, j'ai toujours eu une liberté de parole qu'on a pu me reprocher parfois, mais quand je dois dire quelque chose à quelqu'un, je le dis, et je pense que si chacun fait la même chose, c'est beaucoup plus simple.
Donc si j'ai bien compris, vous n'avez aucune préférence, que ce soit Christian Estrosi ou Éric Ciotti à la présidence de la métropole après le mois de mars prochain, vous travaillerez avec l'un ou l'autre, avec le même enthousiasme. Bien sûr, je travaillerai avec l'un et l'autre, mais je vous ai dit très clairement que j'appartenais à la majorité métropolitaine de Christian Estrosi, et les choses elles sont très claires là-dessus. Donc votre cœur balance un peu plus de ce côté-là pour que les choses soient claires. Voilà, c'est ça. Très bien. Et vous nous avez aussi dit la façon dont vous perceviez le rapprochement d'Éric Ciotti avec l'UDR. Donc vous-même, c'est un rapprochement que vous n'envisageriez jamais. Vous nous avez dit que vous aviez rejoint Nouvelle Énergie, c'est récent ? Non, ça fait 2 ans que je suis Nouvelle Énergie avec David Lisnard. On travaille beaucoup ensemble au sein de l'association des maires de France. Voilà, c'est un élu qui a une connaissance parfaite des dossiers, qui est très technique et qui est à disposition de tout le monde. C'est une chance, je crois. Alors, c'est pas facile le département des Alpes-Maritimes, parce qu'on a beaucoup de grands élus de grandes compétences. Il en fait partie. Mais si tout le monde, dans un monde idéal, si tout le monde s'entendait de nouveau, on aurait vraiment de quoi être les rois du monde ici. Même si ce qui est davantage à Oron qu'à Isola 2000, David Lisnard, non ? Ça va changer. Très bien. Alors, vous souhaitez une toute dernière question politique, c'est votre candidat pour l'élection présidentielle ? Ah oui, complètement. Très bien. On l'aurait imaginé effectivement. Pour revenir à la station, à la ville d'Isola, le 20 novembre, vous avez annoncé le désistement d'Isola 2000 pour l'accueil de la seule étape française de la Coupe du Monde de snowboard cross qui était prévue du 23 au 26 janvier dans la station. Dans un communiqué, vous avez justifié cette décision par les valeurs que véhicule le principal sponsor de cette compétition, l'agence de tourisme de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que vous reprochez à ce pays ? Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de faire un cours géopolitique sur l'Azerbaïdjan et les choix et la complexité dans laquelle il se trouve actuellement. Nous, quand on a candidaté, l'Azerbaïdjan n'était pas sponsor de la Fédération internationale, donc on était complètement au clair avec tout ça. Et puis ensuite, ils ont signé ce partenariat qui au départ était assez discret et petit à petit, il fallait afficher l'Azerbaïdjan de partout sur les banderoles, sur les dossards et de manière très claire. Donc on a fait des réunions et on a vraiment pris cette décision de manière conjointe avec la région et avec la métropole qui était à nos côtés pour l'organisation de cet événement. Et on a jugé qu'on ne pouvait pas porter Voilà, on ne peut pas organiser à n'importe quel prix, on ne peut pas mettre en lumière une station, faire de la promotion à n'importe quel coût, et il me semble que c'était contraire aux valeurs que justement on essaie de promouvoir dans le sport. Donc on a annulé la Coupe du Monde, le cœur lourd, parce que on avait vraiment très envie de l'organiser. On a Julia Pereira qui va partir aux Jeux Olympiques juste après, c'était une date un peu, notre isolienne qui a été médaillée au JO et c'était une date clé aussi par rapport à son papa, etc., qui est parti l'année dernière, qui nous a quittés. Donc c'était très compliqué de prendre cette décision, mais on l'a prise vraiment tous ensemble, la région, la métropole et la commune d'Isola, et on a tout de suite rebondi pour organiser une Coupe d'Europe sur le même créneau à peu près de date. Donc on va quand même avoir un bel événement sportif, mais sans l'Azerbaïdjan à afficher. JO 2030, dans la première copie du comité, Isola 2000 n'avait pas été retenu comme un site olympique. Vous aviez bon espoir peut-être que le projet évolue, on en est où ? Pour l'instant, pas d'évolution, Isola n'est pas retenu. Alors parfois, on reçoit des appels nous disant on va peut-être revenir faire une épreuve chez vous. Nous, on est prêts, s'ils veulent venir. Donc c'est toujours à l'étude. A priori, pour l'instant, Isola n'est pas dans la carte. Et quand vous dites on reçoit des appels, c'est du président du comité d'organisation ? De la part de membres d'organisateurs, parfois, oui. Mais bon, moi maintenant, pour aujourd'hui, on n'est pas dans l'organisation de ces JO. Non, je ne berce pas d'illusions. Si jamais ils ont besoin de nous, on sera disponible. Tout est prêt pour organiser le Border Cross à Isola 2000, comme il aurait été prêt pour la Coupe du Monde et comme il sera prêt pour la Coupe d'Europe. Ce sont les mêmes contraintes techniques, donc on n'a pas de difficulté là-dessus. Les JO 2030 dans la région, si Isola n'est pas site olympique, on peut quand même faire la fête à Isola. Oui. Et j'imagine que vous avez déjà réfléchi à ce que vous proposeriez. Ouais. Quoi qu'il en soit, ce sera une très belle nouvelle pour la montagne française en général, d'organiser des Jeux olympiques. C'est vraiment une très belle mise en lumière pour notre région aussi. Après, c'est vrai que c'est une pointe de déception de se dire qu'on a des belles stations en altitude et de ne pas avoir d'épreuves ici à Isola. C'est une petite déception, mais on pourra organiser d'autres choses et on est déjà prêt avec la région notamment pour organiser de grands événements en parallèle autour des JO. Est-ce que vous défendez le projet de pôle glace à Nice que critiquent et que déplorent les élus écologistes et de gauche notamment ? Moi, ce que je déplore, c'est les réactions systématiques des élus écologistes qui finalement connaissent très peu les dossiers et qui se parent de très grands chiffres en tapant sur les méchantes stations de ski, maintenant en tapant sur la méchante ville de Nice qui voudrait organiser le pôle glace. En fait, c'est 20% de ce coût qui va être vraiment impacté pour la ville de Nice. Le reste va être pris en charge par les budgets notamment du CIO ou de l'État. Et ce sont des équipements qui vont rester. Cette patinoire, elle ne va pas être détruite. Elle va pas être détruite à la fin des Jeux Olympiques. Donc, c'est des équipements qui vont servir aux Niçois, qui vont
servir aux habitants de la métropole. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle et il faut le défendre. Et une patinoire à 130 millions d'euros, comme c'est mon projet, c'est pas exagéré? Je suis pas technicienne, j'imagine que s'ils ont chiffré, c'est parce que justement il y en a besoin, parce qu'il y a énormément d'épreuves sur glace, c'est vraiment ce qui concentre le plus d'épreuves entre le hockey, le patinage et le reste. Donc voilà, les chiffres sont vertigineux, mais maintenant quand on fait des travaux en collectivité, c'est très vite vertigineux, malheureusement. Alors, on a beaucoup parlé d'Isola 2000, on peut aussi parler d'Isola cette saison. Comment se porte le village ? Le village se porte bien. On a des commerces qui ont réouvert. On a eu un petit moment qui était un peu compliqué à Isola Village, où on n'avait plus d'épicerie, on n'avait plus de boulangerie, où le restaurant était fermé, le restaurant de la place était fermé. Et ben voilà, on a vraiment réussi à inverser cette tendance. On a une jeune boulangère qui a réouvert cet été et qui fait vraiment tous ses produits sur place, qui est très dynamique et très investie. Donc on est très contents. C'est aussi bon qu'autrefois? Meilleur. Parce qu'autrefois c'était une étape incontournable de la vallée. Non, c'est vraiment la boulangerie. Je vous invite à aller voir la boulangerie d'Isola Village et d'aller trouver Océane. Elle a des gâteaux qui sont absolument délicieux. Elle fait tout maison, elle se lève très tôt et elle est passionnée par son travail. On a le restaurant du Touring qui a réouvert et l'hôtel du Touring qui va ouvrir là prochainement avant les vacances de Noël, avec les premières chambres qui vont ouvrir pour les vacances. Donc on a vraiment inversé la tendance. On a un vétérinaire qui s'est installé aussi dans des locaux de la commune qu'on a mis à sa disposition. Donc, tout ça, voilà. Le commerce, les services, c'est le nerf de la guerre dans des communes du Haut-Pays. Hein. Oui, absolument. On a la station essence qu'il faut préserver aussi, absolument. On a eu un petit questionnement. À un moment, on était très inquiets qu'elle disparaisse. Voilà, ils sont là, la station essence est là. On a le Fun qui fonctionne très bien en hébergement aussi et qui accueille beaucoup de groupes. Donc voilà, les gens qui sont à Isola Village vivent bien et sont contents d'être là. Très bien. Il y a de la vie en montagne, il y a même une école à Isona 2000, on en parlait juste avant l'enregistrement. Vous êtes enseignante dans cette école, ouais. C'est très particulier j'imagine d'enseigner dans une petite école de haute altitude. Il y a même deux écoles sur la commune, parce qu'il y en a une à Isola Village avec une classe unique et une à Isola 2000 dans laquelle j'enseigne avec ma collègue. On a deux classes, donc on accueille les enfants de la petite section au CM2, moi je m'occupe des plus grands et c'est une joie, voilà, c'est toujours autant de plaisir que de les recevoir. Maintenant j'y suis plus que 2 jours par semaine parce que ma fonction de mère me prend beaucoup de temps, mais être avec eux c'est essentiel. On passe à la séquence questions personnelles. Et c'est moi qui enchaîne. Mylène Agnelli, vos adversaires vous reprochent un exercice autoritaire du pouvoir. Est-ce que vous l'assumez ? Je sais pas ce que ça veut dire. Non, alors ils aiment bien, Monsieur Bastantier aime bien me taper dessus en disant que je suis maîtresse d'école. Moi, j'ai pas du tout honte d'être maîtresse d'école. Je suis très fière de mon métier. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je crois pas agir en maîtresse d'école quand je suis au conseil municipal. Chacun est libre de s'exprimer. Et puis, quand on a des projets importants, notamment pour, par exemple, la maison des sportifs qui va bientôt voir le jour à Isola 2000, pour lesquels l'architecte a été retenu et on est bientôt en passe de consulter les entreprises. On a fait une consultation très vaste où on a associé les clubs sportifs, les hébergeurs, les commerçants. Chacun a pu donner son avis, nos sportifs de haut niveau aussi. Donc je ne crois pas être trop maîtresse d'école au sein du conseil municipal. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi du ressort d'une forme de misogynie, pensée ? Est-ce qu'on estime qu'une femme doit toujours être dans les a priori, les clichés qu'on peut avoir et donc pas forcément s'imposer ? Vous avez naturel un instinct, enfin une façon de vous imposer effectivement qui est assez naturel. Est-ce que vous pensez que ça pose un problème à certains hommes ? Oui, peut-être, ça pose un problème. Je pense que j'ai aussi un discours très franc, je le disais tout à l'heure. La même franchise que je peux avoir quand je parle à des élus ou à des parlementaires, je peux l'avoir aussi avec les gens d'Isola. Quand on ne peut pas faire quelque chose, j'ai la faiblesse de leur dire très clairement, ça on ne pourra pas le faire. Soit parce que c'est pas de notre compétence, soit parce que ça fait pas partie de nos priorités, on ne pourra pas le faire maintenant, c'est pas possible, ou c'est pas possible parce que le plan d'urbanisme ne nous le permet pas, etc. Je pense qu'il faut avoir la franchise de dire les choses, donc parfois ça dérange un petit peu, et puis on m'a parfois dit « mais tu n'es qu'une enseignante, et comment vas-tu faire avec tes enfants ?» Je suis pas sûre qu'on pose encore beaucoup cette question à des hommes qui se présentent à des élections. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à notre invité d'être venu nous rejoindre ce matin. Merci à Christelle Benjamin pour la préparation de cette émission. Merci à Sophie Doncé et à Philippe Bertini pour la réalisation. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.